traumatique. Pour bouger les slides, est-ce que c'est toi? C'est toi qui dois le faire, Vanessa? Oui. Donc, tu peux aller à la prochaine slide. Mon nom est Simon Dubreuil. J'ai pas de conflit d'intérêt pour la présente capsule. On peut passer. Le but, en fait, c'est de pouvoir faire un rappel de c'est quoi les principaux symptômes du trouble de stress post-traumatique, de connaître les principaux traitements, puis de discuter aussi brièvement des défis du traitement de troubles de stress post-traumatique en présence de troubles d'usage concomitants. Puis c'est une capsule qui est nouvelle de cette année parce qu'on a quand même de plus en plus de cas qui sont présentés où il y a un historique de trauma. Donc on va être assez intéressé à savoir ce que vous avez aimé, moins aimé de cette capsule-là, étant donné qu'elle est nouvelle. Prochaine diapositive. Donc pour vous mettre en contexte, si vous pensez à un homme de 25 ans qui a un trouble d'usage d'alcool sévère, qui utilise de façon occasionnelle du cannabis et de la cocaïne, puis qui a une instabilité résidentielle. Il vous décrit autour de votre suivi, fait que vous pouvez l'adapter à votre contexte de pratique, avoir été victime de négligence, de violence dans l'enfance. Et puis, il y a 4 ans, il vous décrit que en se promenant dans la rue, il a été attaqué à l'arme blanche avec un couteau. Puis il se plaint d'anxiété, puis que ça contribue, cette anxiété-là, cette détresse-là, à sa consommation d'alcool. Donc, c'est un cas qui est volontairement un peu flou et que vous pouvez probablement penser vous-même à un cas réel que vous avez eu dernièrement qui ressemble à ça. Puis, l'idée, c'est qu'après la capsule, vous soyez un petit peu plus à même de savoir comment vous vous alignerez avec ce type de situation. Prochaine diapositive. Donc, quand on parle de troubles de stress post-traumatique, il y a différents critères pour répondre aux troubles. Puis le premier critère, c'est d'avoir été exposé à un trauma. Puis quand on parle de trauma d'un point de vue du DSM, on parle de risque de mort, d'avoir eu une blessure grave ou de violence sexuelle, puis que ça peut être à nous que ça arrive, mais sinon on peut être témoin ou que ce soit des proches qui en soient témoins. Ça peut aussi être les professionnels, si on pense aux policiers, aux pompiers qui sont exposés de façon récurrente à des scènes de crimes également. Au-delà d'avoir été exposé à ce trauma-là, il faut avoir des phénomènes de reviviscence qui peuvent être sous forme de souvenirs ou de cauchemars en lien avec les traumatismes vécus. Ça peut être des flashbacks où on a l'impression de revivre la scène, une détresse psychique ou même physiologique lorsqu'on est exposé à des situations qui nous rappellent l'événement. Il y a une forme d'évitement. Donc, ça peut être, par exemple, d'essayer d'éviter de penser à ces souvenirs-là. Ça peut être d'éviter d'y repenser, d'en reparler. Ça peut être éviter de revivre les mêmes sentiments que ça nous a créés, puis d'éviter certains rappels externes. Donc, par exemple, de ne pas repasser dans la rue où c'est arrivé, puis de faire des détours quand on doit se rendre à un endroit où on aurait dû passer par là. Prochaine diapositive. Ensuite de ça, ça prend des cognitions ou des humeurs négatives qui peuvent être sous forme d'incapacité, par exemple, à avoir accès à certains souvenirs, des croyances négatives envers soi, envers les autres, envers le monde. Donc, l'impression d'être désespéré par rapport à l'avenir, par rapport à la suite des choses. Ça peut avoir des émotions négatives qui persistent. On peut ruminer un peu les causes. Ça peut être des fois même des sentiments de culpabilité. Puis il y a souvent une diminution des activités, de l'intérêt. Puis la difficulté à avoir des émotions positives après l'événement. Ce qui est important pour ces cognitions puis ces humeurs négatives, c'est qu'il faut qu'on identifie qu'elle soit secondaire au trauma. Donc, quelqu'un qui a un trauma, mais qui a pas de changement par rapport aux émotions négatives qu'il y avait avant, mais des fois, on va rentrer un peu moins dans le critère du trouble de stress post-traumatique. Puis finalement, il y a une altération de l'éveil, de la réactivité. Donc, ça peut être sous forme d'irritabilité, d'une plus grande agressivité, ça peut être des comportements autodestructeurs. On voit souvent, c'est de l'hypervigilance, la tendance à sursauter pour rien être un petit peu plus tendu. Ça peut atteindre la concentration, puis ça peut donner des difficultés de sommeil. Prochaine diapositive. Se rappeler que le vécu traumatique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent que le trouble de stress post-traumatique. Donc, ça varie au niveau des études, mais
La prévalence là, à vie de vivre un événement traumatique, c'est autour de 3 personnes sur 4 qui, dans leur vie, vont avoir un événement traumatique ou être témoins d'un tel événement. Puis les gens qui vont développer un trouble de stress post-traumatique, là, c'est en bas de 10%. Peut-être garder en tête que la population qui se retrouve sans domicile fixe avec une instabilité résidentielle, bien, quand ils font les études, des fois, c'est au-delà de 90% qui vont avoir un vécu traumatique, puis ça pourrait être plus de 20%. Il y a certaines études là, qui vont jusqu'à presque 50% là, qui vont avoir un trouble de stress post-traumatique. Donc, c'est quelque chose qui est nettement plus prévalent là, dans cette population-là. Quand on parle de trouble de stress post-traumatique, les symptômes doivent nécessairement perdurer au-delà de 1 mois après l'événement. Quand on est dans les 3 premiers jours, on ne mettra pas de diagnostic en tant que tel parce que c'est quand même considéré normal d'avoir certains cauchemars ou flashbacks tout de suite après avoir vécu là, un traumatisme. Puis on va parler de troubles de stress aigu lorsqu'il y a des symptômes qui dépassent là, les 3 premiers jours, mais qui ne dépassent pas le mois après l'événement. Il y a aussi toute la notion de trouble de stress post-traumatique complexe, qui est en fait, le trouble de stress post-traumatique, là, il a été pensé initialement pour des gens qui vivent des événements plus isolés, donc que ce soit le militaire qui a été victime d'une explosion, que ce soit quelqu'un qui se fait attaquer spécifiquement. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui vont vivre des traumas répétés, que ce soit par exemple dans le contexte d'une relation de couple avec de la violence, que ce soit dans de la négligence dans l'enfance ou des abus dans l'enfance de façon répétée puis sur une longue durée. Ces gens-là vont parfois, en plus des symptômes là, de stress post-traumatique, développer une plus grande dysrégulation des émotions, des phénomènes de dissociation plus importants, des distorsions par rapport à la personne qui a commis là, les actes, avec des fois une plus grande culpabilité, puis des fois même un sentiment là, d'être responsable là, de ces actes-là, plus de difficultés relationnelles, puis davantage là, de désespoir. Puis ça donne souvent le change pour un mélange de troubles de stress post-traumatique puis de troubles de personnalité du groupe B ou de troubles de personnalité limite. Il y a beaucoup de comorbidités également, que ce soit au niveau des troubles anxieux, troubles dépressifs, du trouble de personnalité limite, du TDAH, des troubles d'usage, qui peuvent rendre le diagnostic un peu plus difficile. Prochaine diapositive. C'est quoi les traitements? Mais en fait, le traitement de base, normalement, ça devrait être la psychothérapie ou un mélange là, de psychothérapie plus de la médication. Dès qu'il y a de la psychothérapie, ça semble être plus efficace qu'une médication tout seul, ce qui n'est pas le cas là, de tous les troubles anxieux. Là, donc, c'est vraiment un bon point à garder en tête. Ensuite de ça, il y a quel type de psychothérapie qu'on devrait utiliser. Donc, la majorité des études spécifiques pour le trouble de stress post-traumatique, c'est des thérapies qui ont un focus sur le trauma. Donc, on peut parler de la thérapie cognitivo-comportementale, mais avec un focus sur l'exposition au trauma, où on va demander à la personne de se replonger dans l'expérience traumatique pour apprendre tranquillement à la digérer, à la gérer davantage, puis que ça développe moins là, de détresse. Le MDR qui utilise les mouvements des yeux rapides et certains éléments aussi là, de thérapie cognitivo-comportementale est une autre thérapie là, qui vise à redigérer un petit peu le trauma. Puis les effets, quand c'est toléré puis effectué, là, semblent se maintenir à plus long terme. C'est vraiment les 2 thérapies qui sont recommandées là, dans les guides de pratique canadiens. L'enjeu lorsqu'on est devant une clientèle qui est très instable, c'est que c'est pas tout le monde qui va tolérer de se replonger dans le trauma. Donc, il y a aussi là, des thérapies qui n'auront pas un focus spécifique sur le trauma. Par exemple, il y a des thérapies de seeking safety qui ont été adaptées pour des gens qui ont des enjeux de personnalité limite, un vécu traumatique avec un trouble de stress post-traumatique, puis des enjeux de consommation, puis qui vont mettre l'emphase, comme le mot le dit, là, sur assurer sa sécurité en premier, davantage que de revenir explorer spécifiquement le traumatisme. Il y a des adaptations de la DBT, donc la thérapie dialectique behaviorale, là, qui a été principalement étudiée là, pour le trouble de personnalité limite, mais qui est aussi étudiée notamment là, pour les traumas complexes, pour apprendre à mieux gérer là, tout le côté dysrégulation émotionnelle. Donc, ces thérapies-là, sans focus sur le trauma, vont souvent être favorisées en premier pour apprendre à mieux réguler là, ses émotions quand les patients ont un trouble de stress post-traumatique complexe. Prochaine diapositive.
Si on parle au niveau des traitements pharmacologiques, je vous ai mis là, le tableau là, qui résume tous les médicaments, mais on les passera pas un par un. Principalement, en fait, le traitement pharmacologique de base, habituellement, c'est un antidépresseur. Puis si l'antidépresseur seul est pas suffisant, mais souvent, ça va être augmenté par l'utilisation soit d'un antipsychotique ou d'un anticonvulsivant. Puis c'est pas parce que les gens sont psychotiques, là, c'est vraiment une stratégie pour venir augmenter l'efficacité là, de l'antidépresseur. Et peut-être à garder en tête que les benzodiazépines, en fait, sont non recommandés là, pour le trouble de stress post-traumatique, entre autres parce qu'on pense que ça pourrait augmenter là, les phénomènes de dissociation. Donc, au-delà du risque de dépendance, là, c'est un traitement qui, normalement, ne devrait pas être utilisé là, pour le trouble de stress post-traumatique. Prochaine diapositive. Le trouble de stress post-traumatique et les troubles d'usage, donc c'est très fréquent que ça soit qu'il y ait les deux problématiques. Là. Donc c'est jusqu'à 57% là, des patients qui ont un trouble de stress post-traumatique qui vont aussi avoir un trouble d'usage, que ce soit au niveau de l'alcool, des drogues ou les deux là, mélangés. Puis en pratique, on va quand même souvent voir même un mélange là, de différents troubles d'usage. Puis à l'inverse, mais si on prend tous les patients là, qui ont un trouble d'usage, c'est au-delà, c'est plus de 10%, 12,3% qui vont aussi avoir un trouble de stress post-traumatique. Donc c'est important de garder ça en tête parce que vous travaillez plus en santé mentale, avec une clientèle qui a un trouble de stress post-traumatique, c'est sûr que vous allez avoir des troubles d'usage concomitants, mais l'inverse est aussi vrai. Là, si vous travaillez davantage en CRD, vous risquez d'avoir quand même une portion significative là, des gens que vous voyez là, qui ont un trouble de stress post-traumatique. Malgré le fait que c'est très comorbide, il y a quand même relativement peu d'études sur les meilleures approches à avoir. Donc, il y a certaines limites là, à ce que je vais mentionner là, par la suite. En général, par contre, ce qu'on remarque, c'est que n'importe quel traitement, donc traiter le trouble d'usage, avoir une thérapie centrée sur le trauma, avoir une thérapie non centrée sur le trauma, si on le compare à rien du tout, c'est toujours ces approches-là font toujours mieux que le groupe contrôle de la liste d'attente où on n'offre rien. Donc, c'est quand même important à se rappeler en tête parce que des fois, on est pris par la complexité des cas, puis de se dire, ouais, j'ai peut-être pas toutes les compétences pour offrir quelque chose de parfaitement intégré, mais de garder en tête que dès qu'on va viser à aider le trouble d'usage ou le trouble de stress post-traumatique, c'est déjà mieux que de le laisser sur la liste d'attente sans rien lui offrir pour ça. Au niveau de la médication, les données sont assez limitées sur c'est quoi les options optimales, puis habituellement, ce qui va être recommandé, c'est d'essayer d'utiliser un peu les données qu'on a pour les deux troubles, à défaut d'avoir des bonnes études là, qui regardent les deux. Donc, on va en général essayer de regarder c'est quoi les recommandations pour le trouble de stress post-traumatique, c'est quoi les recommandations pour le trouble d'usage plus spécifique qu'on a, puis est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher des traitements qui peuvent faire d'une pierre deux coups là, selon les symptômes qu'on a. Prochaine diapositive. Il y a des limites, donc le but est de repasser un peu là, les limites, mais aussi de réfléchir à c'est quoi là, les pistes de solutions qu'il pourrait y avoir. Donc comme on a mentionné, la pierre angulaire normalement du traitement devrait être la psychothérapie, mais dans le système dans lequel on est, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à une psychothérapie et quand les gens sont dans des situations où il y a beaucoup d'instabilité, donc on a parlé notamment là, de la population sans domicile fixe là, qui sont particulièrement touchés, mais ça ne sera pas toujours leur priorité non plus d'avoir une psychothérapie en tant que telle. Ça ne sera pas toujours réaliste de les faire explorer leur traumatisme alors qu'ils ont eux-mêmes pas un milieu de vie sécurisant, puis où ils se retraumatisent un peu là, dans leur milieu de vie, ce qui complexifie beaucoup l'approche, puis qui donne toute l'importance d'être en mesure aussi là, de jouer sur les autres déterminants de la santé, que ce soit le logement, accès à un revenu, accès à des soins. C'est pas tous les patients non plus qui vont être capables de tolérer la détresse en lien avec l'exposition. Donc, il y a des gens qui vont se détériorer au début d'une psychothérapie lorsqu'on explore le traumatisme en tant que tel. Je dirais qu'il faut faire particulièrement attention quand le réflexe des gens pour gérer leur détresse est depuis un certain temps de consommer.
Mais on peut, en réexplorant le traumatisme trop vite, vers déclencher que la personne va vouloir se soulager, puis si la seule stratégie qu'elle a, c'est la consommation, ben, faire augmenter la consommation sans le vouloir. C'est pas non plus facile à s'impliquer dans un processus de psychothérapie. Ça demande une certaine régularité, ça demande la capacité à venir sur une base régulière à certaines heures précises, puis c'est pas tout le monde là, qui a la possibilité là, de le faire. L'environnement va être important, donc d'avoir un environnement sécuritaire et devrait aussi être une cible assez importante. Puis, chez la clientèle qui est très instable, mais c'est pas toujours facile d'avoir accès au diagnostic. Des fois, quand les gens, par exemple, vont consommer beaucoup, faire des psychoses toxiques ou des périodes de crise, ben, vont pas nécessairement nous parler spontanément des traumatismes qu'ils ont. Des fois, on va être dans l'urgence, on va aller chercher d'autres informations pour le ici et maintenant. Donc, c'est pas rare que des gens qui ont eu des suivis pendant un certain temps, ben, que ça prenne des fois plusieurs mois, voire années là, avant d'avoir accès au traumatisme. Puis c'est aussi quelque chose que des fois on va voir où les gens vont arrêter de consommer. Puis à ce moment-là, quand ils sont quand la consommation prend moins de place, mais certains des symptômes de troubles de stress post-traumatique vont ressortir davantage. Donc ça vaut la peine, même si quelqu'un a l'air d'aller mieux, des fois de re-questionner où est-ce que la personne en est. Dans les pistes un peu de réflexion, de garder en tête que même si quelqu'un n'a pas un trouble de stress post-traumatique, mais un vécu traumatique, ça va influencer ses relations, son vécu. Donc, le fait de ne pas avoir de trouble de stress post-traumatique ne veut pas dire que le trauma qu'on a vécu n'a aucun impact. Donc, toute l'idée des approches sensibles au trauma qui vont tenir compte du vécu de la personne sont assez importantes, puis qui vont vouloir venir créer un espace sécuritaire dans la relation d'aide et la relation thérapeutique. C'est important, peu importe le diagnostic ou non de trouble de stress post-traumatique. De réfléchir aussi, des fois, dans les services qu'on donne avec les contraintes administratives qu'on a, c'est quoi la part de flexibilité qu'on peut avoir, puis comment est-ce qu'on peut aider la personne à avoir accès aux traitements là, qui vont lui être favorables. De mettre beaucoup d'efforts pour créer un environnement sécuritaire, sécuritaire pour nous, mais aussi pour la personne, que la personne se sente dans un espace sécuritaire, puis de garder en tête que l'hôpital peut être parfois un rappel d'événements traumatiques. Là, si vous pensez aux gens qui sont attachés à l'urgence, que c'est la sécurité qui a amené à l'urgence, eux peuvent vraiment l'avoir vécu aussi de façon traumatique. Puis en soi, l'hôpital peut générer des fois des stresseurs. Puis c'est bien de le reconnaître, de l'aborder, puis de voir comment est-ce qu'on peut moduler ça avec la personne qu'on a devant nous. Le sentiment d'être écouté est particulièrement important. Donc, d'être capable là, par moment de peut-être se sortir de nos priorités à nous pour avoir un moment où on prend le temps d'écouter la personne. Le sentiment d'être écouté est important, mais on veut faire attention aussi de pas forcer la personne à nous parler de quelque chose qu'elle ne se sent pas prête. Donc, c'est d'être disponible sans pousser la personne à nécessairement de nous en parler. Puis se rappeler de miser sur les forces de la personne, ce qui est particulièrement utile avec cette clientèle. Prochaine diapositive. Donc, si on revient à notre vignette, moi, l'idée est plus que vous repensiez là, au cas que vous aviez eu, puis de vous poser la question, mais qu'est-ce qui aurait pu lui être offert? Est-ce qu'il répondait aux critères ou non de troubles de stress post-traumatique? Puis qu'il réponde ou non à ce critère-là, comment est-ce qu'on peut essayer de l'aider à avoir un espace sécuritaire pour le faire cheminer? Puis comment est-ce qu'on peut utiliser là, ce vécu traumatique pour aussi l'aider à faire face à son trouble d'usage d'alcool. Prochaine diapositive. Les questions bonus, en fait, donc pour amener des pistes de réflexion, mais aussi d'autres éléments là, qui rentraient moins dans la capsule. Donc, si monsieur là, se présentait principalement des cauchemars comme symptômes de reviviscence, puis dans ces cauchemars-là, il revivait l'attaque sur une base régulière, est-ce qu'il y a une molécule qui pourrait être considérée plus spécifiquement? Donc, je vous laisse un instant ou deux pour y penser là, dans votre tête, mais je vous ferai pas vous mouiller là, devant tout le monde. Donc, l'idée était d'amener que le prazosin, qui est un médicament qui habituellement est utilisé pour baisser la tension artérielle et a des données spécifiquement pour les cauchemars.
Puis, une des choses qui est bien, c'est que c'est pas un médicament qui a un effet particulièrement sédatif. Donc, c'est un médicament, même si la personne, des fois, va consommer certaines substances, qui peut être quand même sécuritaire. Ce qu'il faut faire attention, c'est d'éviter de faire baisser la tension artérielle de la personne, donc il faut l'ajuster graduellement. Puis l'autre risque, c'est si la personne le prend sur une base régulière et l'arrête d'un coup, ben, comme la molécule fait baisser la tension artérielle, il pourrait y avoir une réaugmentation, rebond de la tension artérielle pour ça. Donc, de discuter là, de ces éléments-là avec la personne pour l'adhésion. Si vous aviez rencontré monsieur dans le cadre des services de première ligne dans les heures suivant son attaque, pensez-vous qu'une séance de debriefing aurait pu éviter l'évolution vers un trouble de stress post-traumatique? Donc, encore une fois, là, je vous laisse y penser quelques secondes là, dans votre tête. Donc, le debriefing, en fait, maintenant, ce que les études montrent, c'est que au mieux, ça fait rien, ça change rien, puis au pire, ça pourrait même nuire. Et puis, c'est pour ça que maintenant, là, dans les soins urgents, on va mettre l'emphase davantage sur être disponible. Donc, quelqu'un qui veut parler de ce qui lui est arrivé, bien, on va pas lui dire non, 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 parle-moi-en pas. Mais on veut pas pousser la personne à faire un debriefing, à détailler ce qu'il a vécu. Donc, ça va être vraiment plus des interventions là, de gestion de crise, de soutien. Puis de miser aussi sur un environnement sécuritaire, sécurisant. Donc, si la personne vient d'être attaquée et qu'on le renvoie dans la rue, pas de logement en aigu, ben, même si on a fait un très beau debriefing, c'est pas ça qui va avoir été là, le plus aidant. Donc, de revoir un peu là, cette notion là, de debriefing qui est plus dans les recommandations maintenant là, en soins aigus, le post-trauma. Puis, je pense que c'était la dernière, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, vous avez les références là, de différents articles là, ou livres là, qui ont été utilisés pour la capsule. Puis, il nous resterait 5 minutes s'il y a des questions ou des commentaires là, sur la capsule.